La situation socio-économique du pays connaît quelques soubresauts, quelques difficultés, notamment liées au contre-choc pétrolier des années 2014. Il revient à dire que dans la même période, nous avons procédé à plusieurs préfinancements pétroliers, c'est-à-dire que nous sommes endettés, nous avons pris de l'argent avant la production pétrolière et que le pays a eu sa dette galopée et dans la même période, les prix du pétrole ont baissé. Et donc c'est une grosse difficulté que nous avons eue à partir de ce moment. Nous avons eu beaucoup d'engagements financiers. Donc, avant le préfinancement des années 2014, 15, 16, nous avions déjà un accord global de financement avec la République populaire de Chine qui nous obligeait de vendre à peu près 32% de notre profit oil en Chine. Donc, c'était des engagements. Et ajouté à la dette des traders, ça a mis l'économie en difficulté. Mais dans la même période aussi, il y a eu un fait qui est passé inaperçu. Dans le domaine pétrolier, il y a ce qu'on appelle le seuil du prix haut, qui à l'époque tournait autour de $50. Eh bien, le gouvernement a négocié avec les entreprises pétrolières pour porter le seuil du prix haut à $80. Ce qui fait que lorsque nous partageons le profit oil, notre part a considérablement diminué. L'avantage d'un seuil du prix au bas, c'est que lorsqu'il est bas, le gouvernement a plus de barils de pétrole. Et lorsqu'il est très élevé, que nous n'arrivons pas à avoir des prix au-delà de $80, ça veut dire que notre part dans le profit oil est de niveau inférieur. Donc, tout ça a combiné et ça fait en sorte que aujourd'hui, la République du Congo a énormément de difficultés puisque la principale ressource chez nous, c'est le pétrole. Et donc, il y a eu des mauvaises prévisions au niveau des décideurs politiques qui ont réalisé des préfinancements, sachant déjà qu'il y avait un engagement lourd, important avec la République populaire de Chine. Donc le préfinancement est venu ajouter des difficultés et le fait encore de porter le seuil du prix haut autour de $50 et il est monté à $80. Et là, vraiment, on a nous-mêmes créé nos propres difficultés. En 2022, par rapport aux chiffres qui sont à peu près disponibles, nous avons payé environ 300 milliards de CFA à la République populaire de Chine et 600 milliards auprès des traders. Donc nous avons payé pratiquement 900 milliards, sinon 1000 milliards de francs CFA de dette. C'est trop, c'est énorme. Et la situation, elle n'a pas changé en 2024. Nous sommes en train de payer des dettes qui sont arrivées à maturité. Et ça nous coûte très cher. Et du coup, on n'a plus d'argent pour faire fonctionner le reste des services de l'État. Mais il y a bien des gens qui sont allés emprunter, le gouvernement a emprunté. Est-ce qu'on ne savait pas qu'on était en train de trop emprunter et que ça devrait nous mettre en difficulté? Si vous avez un salaire de 100 000 francs, n'allez pas prendre des dettes pour 200 000 francs que vous devez payer le mois prochain. Où est-ce que vous allez trouver les 100 000 francs? Donc la difficulté, elle est là et ça impacte tous les autres services. Le gouvernement de la République du Congo met à disposition de la CORAF 6 millions de barils chaque année que la CORAF raffine et vend sur le marché national à un prix subventionné. Ça fait qu'il y a des moments où la CORAF arrive à raffiner, à vendre, réalise des pertes parce que les prix sont fixés et les théoriciens de la finance internationale estiment que cette subvention, elle est dangereuse. Mais les financiers de notre pays ne nous ont pas montré d'où viennent les 300 milliards de subventions à la filière carburant qu'on a eu à mettre sur la place publique.
Si la subvention, c'est les 6 millions de barils de pétrole que le gouvernement de la République donne à la CORAF, ça ne fait pas 300 milliards. Ça fait moins que ça. Autour de 135 milliards, autour de... ça dépend des prix du marché. Donc, si on arrive à 300 milliards, comment on fait pour arriver à 300 milliards? C'est lorsqu'on importe les prix de produits pétroliers finis, ben, pourquoi nous importons des produits pétroliers finis alors que nous avons la CORAF qui a une capacité de raffiner des produits pétroliers pour notre pays? Pourquoi nous sommes obligés d'importer des produits pétroliers finis alors que la CORAF en produit suffisamment pour le pays? C'est des questions qui n'ont pas de réponse. Et je ne suis pas convaincu que quelqu'un va donner des réponses dans ce pays. J'ai été contre cette mesure d'augmenter les prix du carburant parce qu'évidemment, ça impacte la vie de tout le monde. Si chez eux, ils ont le métro, le RER, tout est organisé, chez nous, nous transportons tout avec les taxis, avec les bus, donc notamment les marchandises. Lorsque tu transportes ton sac dans le RER, tu ne vas pas le payer. Voilà. Donc les théoriciens de la finance internationale peuvent dire que c'est trop dangereux de laisser des subventions le jour où le pétrole galope. C'est un chèque en blanc, vous n'allez pas être capable de payer et l'économie sera en difficulté. Oui, on le consent, mais ils n'ont pas vu que nous transportons lorsque la maman qui va prendre son poisson au bord de la mer, lorsqu'il transporte, il prend le taxi, mais le taxi va dire, les bagages là, il faudrait également les payer. Et pourtant, tu as pris la course. Donc logiquement, ou bien vous êtes dans un transport en commun, tu as mis tes bagages, on va dire, tel bagage, il faut payer, ainsi de suite. On a oublié qu'on ne pouvait pas contrôler les tarifs au niveau des transports. Que de partir, nous sommes à Pointe-Noire, pour partir du port de Pointe-Noire pour le grand marché, on pouvait maintenant payer 300. Et ça, personne ne peut le contrôler. Sinon, il faut mettre des policiers dans tous les bus et on n'aura pas les moyens. Et ça fait que le transport est passé de 150 francs à 300. Et il y en a qui payent même jusqu'à 500 francs. Le gouvernement a prétendu mettre en place des mesures d'accompagnement, mais est-ce que ces mesures ont été chiffrées pour dire nous voulons économiser les 300 milliards de subventions de carburant, mais lorsqu'on a supprimé la taxe de roulage, on a supprimé je ne sais pas quoi d'autre, les droits d'auteur, on a supprimé, je crois pendant la Covid, où on a supprimé les impôts pour les transporteurs en commun. Est-ce que tout ça a été chiffré pour voir? Est-ce que ce que nous avons supprimé, ce n'est pas plus de 300 milliards? Si vous prenez tous les bus, les taxis qu'il y a à Pointe-Noire, à Brazzaville, est-ce que ça ne fait pas plus de 300 milliards? Donc je crois qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, simplement. La sortie de crise, il revient aux décideurs politiques d'arrêter. Il faut qu'ils arrêtent d'aller s'endetter. Ça, c'est la première des choses. Moi, je suis pour qu'il y ait une loi au Parlement qui interdit les préfinancements pétroliers dans notre pays. Dans l'histoire de notre pays, on a fait beaucoup de préfinancements pétroliers et à chaque fois qu'on le fait, on est dans des difficultés énormes parce que la dette du pays a toujours galopé. C'est une mauvaise pratique. Il faut arrêter de prendre de l'argent pour payer avec la future production pétrolière. Mais ça, il faut arrêter ça. Il y a eu des années où nous avons laissé chaque année 1000 milliards de francs CFA en Chine. Il y a eu, lorsque le pétrole avait des prix très élevés, mais nous avons laissé 1000 milliards de francs CFA en Chine. Est-ce que les Chinois ont construit des infrastructures chaque année à hauteur de 1000 milliards? Vous pouvez circuler dans ce pays et voir que entre 2010, 2011, 2012, on a construit des infrastructures de 1000 milliards chaque année. Bon, voilà. Donc, il y a aussi le problème de corruption que nous devons régler et je crois que c'est le plus grand problème qui est le problème de la corruption que le gouvernement devrait évidemment voir comment régler ce problème. Actuellement, nous sommes en train de faire l'exercice de 2024. Le rapport de 2023, pardon, de 2021-22
de 2020, 2021 et 2022 a suscité beaucoup de vagues. Le ministère de la Santé, nous avons eu des séances de travail qui nous a dit qu'ils n'ont jamais reçu 160 milliards. Alors, tout ça est très compliqué. Tout ça est très compliqué parce que pour un profane, lorsqu'il voit la prévision budgétaire, il voit que de l'argent a été ordonnancé. Il va regarder la loi de règlement. La loi de règlement dit que le ministère de la Santé a bel et bien consommé 160 milliards. Moi, je ne suis pas parlementaire pour comprendre que le ministère de la Santé n'a pas reçu les 160 milliards et qu'il y a eu de l'alchimie au milieu, qu'on a pris de l'argent qui appartenait au ministère de la Santé pour aller réaliser telle infrastructure. En termes techniques, on va appeler ça un détournement, parce que la loi de finances autorise les dépenses et les recettes. Si, au lieu de dépenser ce pourquoi vous avez reçu l'autorisation, mais vous allez dépenser pour faire autre chose, c'est un détournement. Nous, on est sur ce principe. Bon, le ministère de la Santé s'est justifié pour dire qu'ils ne reçoivent même pas 4% de leur budget d'investissement. Bon, c'est à eux de voir ça au niveau gouvernemental, comment... voilà. Et chaque année, c'est comme ça. Tous les ministères se plaignent. Ah bon, mais oui, mais il y a le budget, mais nous ne recevons pas notre dotation budgétaire du ministère. Bon, mais ils n'ont qu'à se débrouiller à régler ça entre eux. Ces explications-là, de toute manière, ils auraient dû les donner avant la publication du rapport, puisque nous envoyons toujours les documents au ministère de la Santé avant la publication. Maintenant, s'ils n'ont pas répondu et qu'ils viennent après coup nous dire « Ah oui, mais nous, on n'a reçu que 4% de notre dotation. Qui a utilisé le reste de votre argent voilà. Il faut qu'ils se justifient entre eux. Ça pose des vrais problèmes quand même dans un pays. Ça veut dire que l'information budgétaire dans notre pays est fausse. Et c'est très dangereux. Il y a une Cour des comptes qui devrait se saisir de ce genre de situation. Qu'on ait affiché dans une loi de règlement que le ministère de la Santé a reçu ce qui était prévu, alors qu'ils n'ont pas reçu cela. Alors cet argent est passé où? Au-delà donc du ministère de la Santé, c'est un problème général de tous les ministères qui ne reçoivent pas leur budget d'investissement. Qui finalement reçoit les budgets d'investissement des autres ministères et qu'est-ce qu'on fait avec? C'est la question que nous devons maintenant nous poser parce que pendant plusieurs années, et ça tous les Congolais sont en train de le voir, il y a de l'argent affecté dans le budget, dépensé, mais jamais dépensé pour ce pourquoi cet argent était prévu. C'est un vrai problème de société. Que ce soit les parlementaires qui votent les lois de règlement, lorsqu'ils votent les lois de règlement, est-ce qu'ils vérifient tout ça? Le secteur de l'énergie aussi a déjà beaucoup de problèmes. Apparemment, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées pour produire de l'électricité. Et quel est le problème finalement? Puisque nous produisons de l'électricité en quantité suffisante. Est-ce que l'électricité produite est bien gérée? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de pertes sur le réseau? Est-ce que le réseau de transport, est-ce que ce réseau est bien entretenu, de bonne qualité? Mais au final, est-ce que si on dit que cette année, au lieu de faire beaucoup d'investissements que nous ne voyons pas, est-ce que ce n'est pas possible de dire cette année, nous construisons rien que les lignes de transport, au lieu de s'embourber dans plein de projets? Il faut siffler la fin de la partie que ce qui est prévu pour être dépensé pour régler les problèmes des Congolais, ça doit être dépensé effectivement pour résoudre les problèmes des Congolais. Sinon, à cette allure, le gouvernement court à sa perte.